Alors ici, c'est un super chouette endroit pour vous dire 2 mots, de la guerre d'Espagne, sur lequel j'ai notamment écrit un petit article, dans les conseils lecture du blog, puisque je vous parle du fameux, du fameux livre Hommage à la Catalogne, où Orwell, raconte, George Orwell, donc le fameux écrivain anticipateur qui écrit, le ultra célèbre 1984, une lecture indispensable aussi, surtout en ces temps. Eh bien, c'est moins connu, mais en fait, il a fait la guerre d'Espagne. En fait, c'était un journaliste anglais, hein, et il est venu faire la guerre d'Espagne entre 36 et 37 du côté des Républicains. Et il était dans les milices du POUM. Pour essayer de vous expliquer ça simplement, en 1936, en fait, vous avez une, comment dire ça, une union en fait de socialistes, de communistes, d'anarchistes. Les anarchistes étaient très 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 puissants, ce qu'on appelle l'anarcho-syndicalisme, cette espèce de comment expliquer ça, un espèce de mouvement politique en fait qui globalement était un peu sur deux pieds, un pied on va dire parti politique et un pied en fait les syndicats qui étaient très puissants. C'est-à-dire qu'en gros c'est un mouvement ouvrier et un parti ouvrier très structuré avec, qui est vraiment une organisation et un mode de vie de la société avec des mutuelles, des coopératives, voilà, les syndicats de travailleurs, etc., des partis de travailleurs. C'est quelque chose qu'on n'a plus vraiment d'égal aujourd'hui. Et donc la région de Catalogne en particulier, qui a été un des berceaux et un des grands fronts en fait du côté républicain, puisqu'en gros en 36 en fait il y a cette élection. Et en fait, il va y avoir un coup d'État de ce qu'on appellera après les franquistes. Donc en gros, on va dire le camp conservateur, le camp de l'armée et le camp de l'Église catholique. Et en face, vous avez, on va dire, enfin on pourrait dire l'union des forces de gauche, c'est comme ça qu'on dirait ça aujourd'hui, même si c'est beaucoup plus intéressant et complexe que ça, puisque vous avez à la fois des intellectuels, des pays, enfin vous avez évidemment tout le mouvement ouvrier, aussi toute une part de la paysannerie, et donc il se passe, en Catalogne notamment en 36, se passe vraiment une véritable révolution sociale et politique. Euh, on, on collectivise, on nationalise les usines, on nationalise et collectivise en fait tout ce qui était un petit peu privé, les lignes de bus, les usines, parce qu'on a une Catalogne qui est très industrielle comme à l'époque, notamment Barcelone qui est un grand centre industriel. Et on collectivise aussi pas mal, notamment dans les campagnes, les champs, ce qui va être bien accueilli par une part de la paysannerie, puisqu'en gros, il y avait beaucoup de... En fait, très peu de paysans possédaient la terre. Vous aviez des grands propriétaires terriens qui possédaient l'essentiel de la terre en Espagne. Et donc là, on exproprie en fait les propriétaires, on collectivise les terres et on redonne tout ça à la paysannerie. Alors par contre, il va y avoir une grande violence en fait contre l'Église qui incarne jusque-là le pouvoir, l'ordre dominant, et notamment dans le courant républicain, et notamment du côté des plus révolutionnaires, il va y avoir beaucoup de profanation d'église où on va un peu tout casser. C'est un peu comme ça que ça s'est passé pendant la Révolution française en France, où il y a eu énormément de dégâts dans les églises, les abbayes, des profanations de reliques, des choses assez tristes d'ailleurs, hein, même si on peut comprendre la dynamique qui a amené à ça. Là par exemple sur cette image vous voyez bien, là on vous montre l'église de Saint-Félix en 36 à Gironne, et voilà on voit elle a été saccagée. Et on peut voir même aussi des établissements qui sont occupés. C'est vraiment une grande révolution sociale et politique. Et à partir de ce moment-là, en fait, l'Espagne se divise en deux, techniquement, même si le front est plus compliqué que ça, puisque vous avez d'un côté la Catalogne, la région de Valence, une partie de l'Aragon, du Pays Basque qui est dans le camp républicain. Le nord, le centre, globalement, et le sud sont sous occupation plutôt républicaine. Et Madrid est une poche en fait franquiste, et Madrid est une poche républicaine qui va tenir un moment le siège de Madrid et la résistance de Madrid, où notamment les communistes là sont au premier plan et où c'est les chars qui viennent du RSS qui aident à défendre. Ce sera un peu les héros entre guillemets de la résistance républicaine. Et du coup, alors que les franquistes, en fait, à l'époque, l'Espagne tient pas mal de régions du Maroc. Et donc, en fait, il y a beaucoup de... Franco était un général qui était basé en Afrique, au Maroc. Et c'est par là, en fait, qu'ils vont revenir et reconquérir. Et c'est une guerre, en gros, c'est une guerre civile, hein, qui va durer 3 ans. Mais c'est plus qu'une guerre civile, puisqu'à l'époque,
en fait, il s'y joue aussi notamment une espèce de lutte internationale entre les forces fascistes et les forces socialistes révolutionnaires. Et du coup, vous avez ce qu'on a appelé les brigades internationales, des milliers et des milliers, dizaines de milliers de personnes du monde entier, et beaucoup d'Européens notamment, des Anglais, des Belges, des Français, qui vont venir combattre aux côtés des républicains espagnols. On en aura aussi qui font ça du côté des franquistes. Le camp franquiste, il est connu pour avoir été soutenu notamment par l'Allemagne nazie et par Hitler, qui va envoyer beaucoup d'armes, des avions, des chars, etc. Le camp républicain ne sera pas tellement soutenu, notamment pas par la France, pour des raisons très pragmatiques et géopolitiques. C'est que même si à l'époque c'est le Front populaire qui contrôle la France, enfin qui est au gouvernement en France, on n'a pas trop envie quand même d'avoir un pays complètement révolutionnaire au voisinage de la France, quoi. Donc on va soutenir, mais très timidement en fait. L'URSS, qui va être le principal soutien du camp républicain, et ben c'est pareil, on a une grande ambivalence, et ça c'est très important à comprendre. En fait, vous n'avez pas les républicains. C'est pas un truc uniforme, les républicains. Au sein du camp républicain, vous avez les anarchistes, pour faire très simple et caricatural, et les trotskistes qui ne sont pas les copains des stalinistes, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, et vous avez les communistes, socialistes. Les socialistes espagnols, ils sont complètement infiltrés par les communistes d'Union soviétique et de Staline, et on n'est même pas dans une notion de communisme, là on est dans une notion de stalinisme, de police politique, et la police politique, ça les staliniens ils savent faire, et en fait eux, paradoxalement, et ça c'est un truc que vraiment les gens doivent comprendre, c'est que l'Union soviétique de Staline va tout faire pour saboter la révolution sociale qui se produit en Espagne. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des anarchistes qui disent on fait la révolution sociale et on gagne la guerre en même temps, il faut mener les deux de front, l'un ne va pas sans l'autre. Et vous avez un camp communiste qui dit, ça peut quand même paraître super étonnant, on dit toujours les communistes ils sont du côté de la révolution. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que derrière il y a de la géopolitique et des jeux d'intérêt qui rentrent dedans, il faut vraiment en prendre conscience. Les communistes ils disent d'abord on gagne la guerre et après on fera la révolution sociale. Pourquoi ? A priori c'est très pragmatique. Staline, il est complètement isolé à l'Est, il sait que l'Allemagne nazie et qu'Hitler vont finir par l'attaquer, parce qu'il l'a défini, c'est l'Union soviétique, les terres à l'est de l'Allemagne, Hitler a dit c'est l'espace vital, c'est là où il y a toutes les ressources, donc à terme, Staline sait qu'en fait il va entrer en guerre contre l'Allemagne, donc il a besoin d'avoir des puissances et des puissants alliés en Europe, et ça, ça ne peut être que la France et l'Angleterre, puisque l'Italie en l'occurrence est alliée de l'Allemagne et on est dans le fascisme de Mussolini qui ne peut pas trop blairer le communisme. Et du coup, voilà, en fait, il y a un peu cette consigne un peu de saboter la révolution, en fait. Parce que l'idée, c'est qu'il faut pas, parce que en gros, on veut que la France soit notre allié. Si je suis Staline, en gros, le raisonnement, c'est, je vais finir par être en guerre contre l'Allemagne. Je vous fais simple, hein, c'est une clé d'analyse, mais c'est une clé d'analyse que je trouve très intéressante et pertinente, cette clé géopolitique. Je veux que la France reste mon allié. Or, mon allié français, il n'a pas envie d'avoir un putain de pays complètement révolutionnaire, socialo-anarchiste, immédiatement au voisinage, parce que ça le menace. Parce qu'il faut voir que la France, à l'époque, c'est un empire. C'est l'empire français. Il y a encore tout un empire colonial. On est avant la Seconde Guerre mondiale. La France a tout un empire colonial en Afrique, en Asie. Et la France est un impérialisme à l'époque. Et alors on a avec le Front populaire, on a des droits sociaux qui arrivent, mais c'est pas la révolution non plus. Et clairement, beaucoup de gens en France n'ont pas du tout envie d'une révolution, sachant qu'en 1934, en plus, on a une extrême droite qui a failli arriver au pouvoir. C'est ça qui, d'ailleurs, c'est en réaction de ça qu'on a eu le Front populaire et l'Union des forces de gauche. Donc Staline, en fait, par pur pragmatisme géopolitique, il veut pas s'aliéner la France, et donc il veut pas soutenir une expérience et une menace révolutionnaire aux frontières de la France, dont la France reprocherait à l'URSS d'avoir soutenu ça et d'avoir menacé son équilibre intérieur. Globalement, c'est une piste d'analyse. Et ça, c'est un truc que raconte très très bien George Orwell dans son livre. C'est-à-dire qu'en gros, l'essentiel des chapitres, en fait, il vous raconte en gros son expérience sur le front, c'est très descriptif. Et puis après, il raconte un truc très étonnant qui s'est passé à Barcelone en 1937.
En 1937, en fait, ça pète à l'intérieur du camp républicain entre les communistes et les anarchistes, pour faire simple. Et notamment le POUM, qui était un petit parti trotskiste qui représentait pas énormément de monde, mais par contre intellectuellement, politiquement, qui avait beaucoup d'influence et qui était très important. Ce parti va se faire interdire par le gouvernement, qui à l'époque est de plus en plus. On a un gouvernement d'union nationale avec des socialistes, des communistes, des anarchistes, mais plus le temps passe, plus les anarchistes et les trotskistes se font dégager au profit des communistes, et qui vont interdire ce parti, le POUM. Donc c'est Parti ouvrier d'unification marxiste, si je dis pas de bêtises, au sein de la milice de laquelle était Orwell. Puisqu'il faut voir que du côté de Franco, l'armée globalement elle est du côté de Franco, donc c'est une guerre civile très inégale. C'est-à-dire que du côté de Franco, il y a quasiment tous les soldats de l'armée régulière, et en fait du côté républicain, c'est essentiellement des volontaires, ce qu'on appelle des milices. Il y a une partie de l'armée qui va rester fidèle au camp républicain, mais globalement il y en a quand même assez peu, ils sont plutôt de l'autre côté. Et du coup, vous avez c'est énormément des milices ouvrières en fait. C'est les partis ouvriers, les syndicats, qui sur volontariat vont constituer des milices ouvrières, et c'est eux qui vont aller au front et c'est eux qui vont défendre. Et donc Orwell, via ça, en fait, lui, il était dans la milice du POUM. Et donc il va se retrouver en Aragon, sur le front. Donc l'Aragon, c'est à l'ouest de la Catalogne, cette région assez montagneuse, au centre du sud des Pyrénées, en gros, un peu au centre du nord de l'Espagne, qui a été d'ailleurs aussi la base des royaumes catholiques qui ont résisté aux musulmans et qui servira de base à la Reconquista, en fait, qui partira notamment des royaumes d'Aragon et de Catalogne. Voilà, c'est toute la partie, on va dire, de l'Espagne qui est adossée aux Pyrénées, côté Ibérie. Et donc voilà, Orwell, il raconte tout ça, et après il se retrouve à Barcelone, et à Barcelone, à un moment, ça part carrément, ça part en couille, en fait. C'est ce qu'on appelle les événements de Barcelone de mai 1937. Vous avez le camp anarchiste et le camp communiste, en fait, qui vont attaquer le poste de radio, qui vont se tirer dessus à l'intérieur des rues de Barcelone. Ça va durer quelques jours, il va y avoir une centaine de morts. Et pour le contrôle, on va dire, de certains trucs névralgiques, comme voilà la radio, et d'autres, l'hôpital et d'autres choses comme ça. Et à partir de là, vraiment là, j'ai même pas envie de dire les communistes, parce que c'est les stalinistes qui ont infiltré le camp communiste socialiste, et le parti communiste en gros espagnol est complètement infiltré par les stalinistes. C'est la police politique qui vient de l'Union soviétique qui est à l'œuvre, et qui va, comme ils savent très bien faire, complètement purger tous les leaders intellectuels politiques de l'autre côté, notamment un certain Androunin, qui était le leader du POUM, donc du parti, ce petit parti trotskiste qui était très important et qui était globalement du côté du camp anarchiste. Lui, il va terminer assassiné, balle dans la tête dans une cave, on ne retrouve même pas son cadavre. Donc là, ça c'est vraiment les méthodes staliniennes comme elles sont assez bien connues. Voilà, là vous avez aussi le POUM. Et donc voilà, il faut quand même comprendre que la Catalogne, elle a vraiment vécu une révolution sociale et politique en ces années 36-37, où là c'est vraiment d'une certaine façon le mouvement ouvrier historique qui arrive au pouvoir et qui installe en fait un régime en fait. On a vraiment un régime révolutionnaire et une vraie révolution sociale, ce qui n'est pas arrivé beaucoup de fois dans l'histoire, donc ça c'est vrai, un peu comme à l'image, un peu comme la Commune de Paris d'une certaine façon, même si ce serait anachronique de dire ça. Et c'est très intéressant, vous voyez, on voit beaucoup de femmes là, parce que voilà, dans le mouvement ouvrier quand même, la place des femmes et l'égalité homme-femme est quelque chose, enfin il y avait ces valeurs d'égalité sociale très fortes au sein du courant anarchique et socialiste aussi, et vous allez avoir beaucoup de femmes qui vont s'engager vous avez des femmes, j'en aurais notamment, alors je sais plus s'il y en avait dans les milices, mais oui, regardez là on en voit des milices du POUM. Ça, c'est un truc qu'il faut reconnaître aussi quand même au régime socialiste, et même si on parle de l'Union soviétique, c'est que sur le plan de l'égalité femmes-hommes, on peut presque considérer qu'en termes de droits et statut des femmes, le statut était bien meilleur dans les régimes soviétiques, en termes d'égalité, hein, je ne parle pas en termes de niveau économique et de niveau de vie, je parle en termes de statut de la femme et d'égalité femmes-hommes. Si vous prenez le cas de la Yougoslavie, de l'Union soviétique ou de l'Espagne, globalement, on a toujours un bond en termes de statut de la femme dans ces expériences-là, ces expériences révolutionnaires, avec des femmes qui joueront un très grand rôle. Vous prenez de toute façon la Commune de Paris, Louise Michel et tout ça, hein, c'était des personnes qui étaient engagées dans la rébellion. Voilà, vous aurez des femmes qui seront dans les milices, elles vont avoir un rôle très très important.
et elles vont acquérir beaucoup de choses à ce moment-là, et elles vont aussi en payer le prix. Voilà, en tout cas, si ce sujet vous intéresse, sur le blog, j'ai écrit justement, comme je recommandais vraiment cette lecture de ce livre d'Orwell, D'Hommage à la Catalogne, parce que c'est vraiment un excellent bouquin qui vous permet de plonger avec lui en fait dans la guerre d'Espagne sur le front, et de comprendre en fait comprendre cette guerre je trouve on apprend très peu, trop peu à l'école, alors que en plus elle aura un grand impact pour la France. C'est un dernier truc que j'ai oublié de vous montrer, puisque il va y avoir énormément de réfugiés républicains qui vont s'exiler et se réfugier en France en fait. Là notamment, là les images que vous voyez, c'est des familles de la région de Gironde qui, après la chute de la ville, qui bascule côté franquiste, vont vraiment fuir et remonter vers la France et passer la frontière de l'autre côté des Pyrénées. C'est un endroit d'ailleurs où ils seront très mal accueillis et l'accueil français des réfugiés espagnols a été assez déplorable. À Perpignan, on peut encore voir le camp et le mémorial de Rivesaltes où ils seront un peu parqués dans quelque chose qui rappelle un petit peu les camps de concentration allemands. On ne pourrait peut-être pas aller jusque-là, mais on ne va pas dire que l'accueil a été franchement hospitalier. Et vous avez beaucoup d'ailleurs, vous êtes dans le sud de la France, quand vous vous promenez dans ces régions d'Occitanie, moi ce que j'ai fait beaucoup, vous rencontrez beaucoup de gens qui sont des descendants de ces réfugiés espagnols en fait. Beaucoup là, je me souviens le patron du camping quand j'étais dans les gorges de la Dourbie près du Larzac. Je crois que c'est son père ou son grand-père était venu ça datait de la guerre d'Espagne en fait que ses ancêtres étaient venus vivre en France. Donc voilà, en tout cas, oui, je vous disais, je vous recommande vraiment cette lecture parce qu'elle a aussi quelque chose de très intéressant. 1984 est vraiment un très 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 grand livre, un très très grand roman d'anticipation. Et en fait, c'est comme La ferme des animaux en fait. Ça dénonce le stalinisme, mais c'est pas pour autant qu'Orwell est un antisocialiste et un anti-révolutionnaire. Lui dénonce finalement ce qui pour lui est une tragédie, comment le mouvement ouvrier, le mouvement révolutionnaire, le socialisme en fait démocratique révolutionnaire, par des tyrannies, par des fous, a été emmené à quelque chose de complètement autre, de pure autocratie. Donc Orwell est profondément un socialiste, ça faut en avoir conscience. Il dénonce la dérive de cet idéal en fait, et de cette idée de ces révolutions qui, tragiquement... De toute façon, l'histoire du mouvement ouvrier est une des plus grandes tragédies de l'histoire moderne. Vous regardez l'histoire, il y a un excellent documentaire sur Arte qui s'appelle Ni Dieu ni maître, une histoire de l'anarchie. Il faut vraiment découvrir l'histoire de l'anarchie. Elle a vraiment façonné le 19e et le 20e siècle et explique beaucoup de choses d'aujourd'hui, et rien à voir avec les anarchistes modernes qui portent des cagoules et qui dessinent des A. Non, l'anarchie c'est quelque chose de... Le mouvement anarchique, l'anarchie en tant que courant et mouvement politique, et le socialisme aussi, c'est des choses très puissantes, très sérieuses, très structurantes dans l'histoire de la fin du 19e et du début du 20e siècle en particulier, et qui se sont manifestées dans beaucoup de guerres, notamment de guerres civiles, et donc il faut vraiment s'y intéresser et le comprendre. Et voilà, et en fait en lisant ce livre, vous comprendrez, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, pourquoi Orwell écrit 1984. D'où lui vient en fait cette idée de cette espèce de monde stalinien porté au dernier degré de la folie en fait, de la folie du contrôle politique, du contrôle de la pensée, la fameuse police de la pensée. Et lisez Hommage à la Catalogne. Il consacre 2 chapitres à la fin où il revient. Une fois qu'il est rentré en fait en Angleterre, il raconte ce qu'il a vécu là-bas, notamment les événements de Barcelone, toutes les discussions qu'il a pu avoir avec les Espagnols. Et en fait, il analyse ça rétrospectivement une fois qu'il est rentré. Et il en fait une analyse. Quand vous lisez ça, on a déjà les prémices du monde qu'il va mettre dans 1984. Il raconte ce stalinisme terrible, comment il a tué la révolution, comment les stalinistes ont vraiment tué la révolution, tout fait pour la tuer, alors qu'on avait des authentiques révolutionnaires qui se sont tous fait éliminer. C'est bien pour ça aussi, moi ça me fait marrer les trucs, les méchants communistes, on a vu ce que ça a donné. Si on s'intéresse un peu à l'histoire, on comprend que les vrais communistes, entre guillemets, c'est pareil, vous prenez la révolution russe, vous prenez la révolution espagnole, ils se sont fait dézinguer dès le début. Et derrière, c'est des espèces de fous furieux, tyrans, des gens qui veulent juste avoir un pouvoir et arriver au pouvoir, qui vont les zigouiller, qui vont prendre le pouvoir, et puis ils appelleront leur parti, ça s'appellera toujours Parti communiste, ça aurait pu s'appeler Parti de la patate. C'est juste le principe d'un parti unique en fait, peu importe son nom. Allez dire à Staline qu'il était communiste, il vous rira bien au nez. Staline,
mépriser tous les communistes, mépriser les dirigeants communistes des pays étrangers. Ce mec était pas plus communiste que moi, je suis un ultra-capitaliste, quoi. C'est vraiment... Bon, je m'égare un petit peu, mais ouais, en tout cas, je vous recommande d'aller lire mon petit article dessus où je mets un petit peu en bouche et je raconte un petit peu tout ça. Et allez lire vraiment ce livre, il est formidable et ça vous donnera plus encore envie, je pense, de lire 1984 parce qu'en fait, vous comprendrez que ce monde orwellien, ce monde stalinien, Orwell l'a vécu dans sa chair en fait. Et d'ailleurs, Orwell, c'est un miracle. Il est passé à, il a été blessé au front et c'est un miracle s'il a pu rentrer en Angleterre parce que comme il était dans les milices du POUM, il était sur une liste. Hein. Je vous assure qu'il a plein de copains qui étaient belges, anglais et tout, qui sont morts assassinés. Et c'est un miracle si Orwell il a pu passer à travers les mailles du filet. Il a réussi à fuir le pays in extremis, à fuir la Catalogne depuis Barcelone, grâce à sa femme notamment, et à revenir en Angleterre. C'est un miracle. Hein. On aurait pu perdre l'écrivain de 1984 parce que on essayait de se débarrasser de lui. Et donc il a vécu voilà, cette horreur, cette espèce de police et de terreur politique en fait, cette espèce effectivement de police de la pensée anti-révolutionnaire au nom de qui tue la révolution au nom de la révolution. Il l'a connu dans sa chair, il a failli en mourir, et voilà, 1984 ne sort pas de nulle part.